Preview. Alors, l'idée de faire une exposition sur les êtres fantastiques est venue de plusieurs origines. La première, c'est que on est finalement environné dans la société aujourd'hui d'êtres fantastiques. On regarde la télévision, on regarde des bandes dessinées, on regarde des publicités, des figures fantastiques, il y en a partout. Et une des idées était de voir quelle était l'origine de ces êtres fantastiques qui nous environnent et qui envahissent finalement notre monde quotidien. Et puis, l'idée était aussi de se dire que dans un musée, comme par exemple le musée de Denon à Châlons, il y a des quantités d'objets, des milliers et des milliers d'objets. Et ce qu'il y a de formidable dans un musée, c'est que quelquefois vous partez d'un objet très simple, un petit objet, quelquefois pas une œuvre ultra célèbre. Et finalement, quand on regarde de près ces objets-là, même modestes, ils réussissent à vous dire des quantités de choses, à vous apprendre des milliers de choses. Et finalement, en regardant quelques objets dans une vitrine, des plaques boucles mérovingiennes qui datent du VIe siècle après Jésus-Christ et qui représentent des hippogriffes, c'est-à-dire des animaux fantastiques, eh bien, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de faire parler ces objets et à partir de ces éléments, somme toute assez modestes, de voir ce que l'on pouvait en tirer. C'est de ces deux idées-là qu'est née l'exposition. Le fait de voir autant de monstres et d'êtres fantastiques dans une exposition comme celle-ci, qui nous présente des personnages ou des figures fantastiques dans l'Antiquité gréco-romaine, gallo-romaine, mais également au Moyen-Âge, montre bien que le monstre, ou les êtres fantastiques en général, ont une place particulière. En fait, les monstres, bien sûr, ils servent à faire peur, à effrayer, etc. Mais c'est plus compliqué, plus nuancé que cela, plus contrasté que cela, plus ambigu aussi. C'est-à-dire que les monstres, ils ont, au-delà du fait qu'ils peuvent effrayer, deux pouvoirs. Le premier, surtout quand on les a de son côté, par exemple quand on a sur soi des représentations de monstres, les monstres ont pour but de vous protéger. Quand par exemple, à l'époque mérovingienne, on a sur soi une ceinture dont la plaque boucle représente un monstre, c'est une manière d'être protégé par lui. On porte sur soi-même un monstre et le monstre permet de vous protéger et d'éloigner les mauvais esprits ou les personnages néfastes qui voudraient vous approcher. Et puis l'autre chose, c'est qu'en portant sur soi un monstre, c'est une manière de vous approprier le monstre. Quand vous avez un monstre sur vous, par exemple sur une plaque de ceinture, c'est une manière d'intégrer à vous-même la force que le monstre a, parce qu'un être fantastique a forcément des pouvoirs particuliers. Eh bien, en portant sur vous le monstre, c'est une manière de vous approprier le monstre et que celui-ci vous donne le pouvoir qu'il a lui-même, si vous voulez. Donc le monstre a finalement cette double capacité de protéger, mais de vous offrir les forces particulières qu'il possède. Effectivement, le mot monstre n'est finalement pas aussi effrayant que ça. Aujourd'hui, quand on parle d'un monstre, on se dit « oh là là, c'est quelque chose d'épouvantable, de très méchant, de très mauvais ». Oui, mais c'est effectivement plus ambigu que cela. Un monstre a des côtés méchants, négatifs, mauvais, mais également des côtés positifs. Un monstre, il peut être favorable, il peut vous protéger. C'est pour ça, par exemple, qu'au Moyen-Âge, on couvrait les églises de monstres. Parce que les églises, qui sont le lieu du sacré, le lieu parfait par excellence, si elles sont couvertes de monstres, cela permet à ces monstres d'éloigner des églises les mauvais esprits. Mettre des monstres sur les églises, des animaux fantastiques, des diables avec des cornes, des grandes dents, des griffes, etc. C'est une manière d'éviter que des esprits mauvais rentrent dans les sanctuaires. Donc le monstre, il a un côté mauvais, mais il a un côté également favorable. Il y a finalement un goût chez les êtres humains, et sous toutes les latitudes. C'est vrai dans les cultures occidentales, mais dans les cultures orientales, africaines, que sais-je encore. Les êtres humains ont toujours adoré se faire peur. Le monstre a toujours environné l'homme sous toutes les latitudes. Ça, c'est un invariant chez tous les êtres humains de la planète. Ils adorent, s'approprier les monstres pour les mêmes raisons que ce que je précisais avant. Parce que le monstre, il protège
protège et il défend, et en s'appropriant le monstre, on s'approprie son pouvoir, mais en même temps, le monstre, il fait un peu peur, quand même, toujours, hein, et avoir un peu peur, frémir un peu, c'est formidable. Hein. Les contes, par exemple, là aussi, hein, dans tous les territoires du monde, sur tous les continents, font intervenir des monstres, des figures fantastiques, qui nous font un peu frissonner, mais toutes les personnes du monde entier ont toujours aimé frissonner. Donc le monstre, décidément, c'est à la fois un repoussoir, mais aussi le meilleur des amis qu'on peut avoir. Vous savez, le mot monstre vient d'un mot latin qui est mostrare, montrer. Le monstre, c'est celui que l'on montre, hein, parce qu'il est différent des autres. Hein. Ce qui veut dire que finalement, nous sommes tous des monstres. Je suis un monstre, parce que je suis différent d'une personne qui serait à côté de moi. Nous sommes tous des monstres. Finalement, une expression comme celle-ci montre, je crois, le fait que tout le monde est différent, que tout le monde quelque part est un monstre. C'est une exposition qui, d'une certaine manière, invite une espèce de tolérance. On est tous différents les uns des autres. Nous sommes tous, entre guillemets, des monstres, c'est-à-dire des gens qui peuvent être montrés par d'autres parce que différents, eh ben, vivent la différence.